Bonjour et bienvenue à toutes et à tous sur cet atelier sectoriel dédié au métier de l'industrie agroalimentaire. Co-construit avec le Conseil régional et Agria, il est destiné autant aux collaborateurs de Pôle emploi qu'aux acteurs du service public régional de l'orientation. Je suis Laurence Maréchal, chargée des relations partenariales au sein du service partenariat à la direction régionale de Pôle emploi à Nancy. Nos animations sectorielles ont commencé en novembre 2020 avec le secteur de la santé sanitaire et sociale et se sont poursuivies sur de nombreux secteurs d'activité. En mars 2021, notamment, nous brossions un panorama des filières de l'industrie et aujourd'hui, dans le cadre de la semaine de l'agroalimentaire, nous vous proposons un focus sur les métiers de l'industrie agroalimentaire. Cette industrie agroalimentaire est bien l'ensemble des industries de transformation de matières premières en produits finis consommables par l'homme ou par les animaux. À savoir que l'agroalimentaire représente 10% de l'emploi manufacturier régional et c'est le deuxième secteur industriel dans notre région après la métallurgie. En effet, notre animation s'inscrit dans cette semaine nationale de l'emploi agroalimentaire qui est la première édition, dont l'objectif est de favoriser l'attractivité de la filière agroalimentaire, de faire connaître nos métiers, les formations liées et de faciliter vos prochains recrutements. Donc partout en France, le réseau des ARIA, et donc Agria pour le Grand Est, Pôle emploi, l'APEC et d'autres acteurs de l'emploi et de la formation sont mobilisés durant cette semaine pour répondre donc aux différentes problématiques et vous informer sur leur filière. En Grand Est, vous avez peut-être déjà participé à un ou plusieurs événements organisés par Agria. Il y avait des visites d'entreprise, des webinaires de différents types, des job dating. Donc, ça pouvait être intéressant justement pour découvrir cette filière. Aujourd'hui, nous sommes 125 inscrits et pratiquement 100 personnes de connectées. Donc, quelques précisions sur les fonctionnalités du webinaire. Vos micros sont désactivés, mais vous pouvez intervenir à tout moment donc en posant vos questions dans la rubrique questions. Donc, à droite de votre écran, vous avez 4 petits pavés, chat, questions, sondage, participants. Et donc, là, vous voyez effectivement que c'est dans questions où vous pouvez poser votre question. Donc, sachez également que ce webinaire est enregistré et il sera mis à disposition dans l'intranet du service orientation ainsi que sur le site Lorfolio Pro du Conseil régional. Donc, webinaire enregistré et support de présentation également déposé. Donc, nous sommes ensemble pour 2 heures, durée imposée par ce webinaire. À savoir aussi qu'un sondage sera lancé en fin d'atelier pour recueillir vos impressions. Donc, nous allons animer à 4 voix cet atelier avec ma collègue Marie-Luce Fernandez de DDO Orientation, Laurence Dalla Libera du Conseil régional et Virginie Grand d'Agria Grand Est. Nous avons le plaisir d'accueillir également 2 professionnels de l'industrie agroalimentaire, Éric Chamagne, DRH chez Olivia à Mirecourt, dans les Vosges, et Cindy Roland, RRH chez Sanders. Et maintenant, je laisse la parole à mes co-animatrices pour se présenter. À toi, Laurence. Oui, bonjour. Donc, Laurence Dalla Libera, donc service orientation, région Grand Est. Effectivement, nous co-organisons ces ateliers donc depuis déjà plus d'un an et demi. Cet atelier s'inscrit bien évidemment dans le cadre de notre mission au niveau de la région, de notre mission de professionnalisation des acteurs de l'orientation. Donc, c'est une des actions de ce programme de professionnalisation. Je vous ai mis dans le support le lien vers toutes les actions qu'on fait. Et pour rappel, avec 3 axes, on a un axe d'accompagnement aux pratiques d'orientation, on a un axe spécifique de sensibilisation à la problématique du handicap et notamment en partenariat avec l'AGEFIP. Et donc, on a des ateliers sectoriels qui sont des ateliers d'information, de sensibilisation aux métiers, aux formations d'un secteur en particulier pour vous permettre de mieux accompagner vos publics. Donc voilà, donc ça, ces ateliers s'inscrivent complètement dedans, tout comme ils s'inscrivent dans le cadre de la professionnalisation des agents Pôle emploi. Marie-Luce, si tu veux en dire un mot. Je veux bien en dire un mot, juste effectivement pour préciser que cet atelier s'inscrit également dans le cadre de la professionnalisation
des conseillers Pôle emploi, hein, donc offre de services que nous avons développée au sein du service orientation. Et outre ces ateliers sectoriels, nous mettons à disposition des conseillers, je pense que ça y est, l'information est maintenant bien connue de chacun, aussi une base de ressources d'information sur les métiers et les secteurs du Grand Est. Voilà pour cette petite introduction. Alors, au programme de notre atelier d'aujourd'hui, un panorama du secteur qui sera réalisé par Virginie Grand et moi-même. Cette présentation sera suivie donc d'une table ronde avec les deux professionnels qui viendront donc nous parler des métiers, de leurs besoins et qui nous aideront aussi à casser les représentations et idées reçues qui peuvent circuler sur le secteur de l'industrie agroalimentaire. Nous terminerons par une présentation des ressources mises à disposition par la profession, par la région et aussi par Pôle emploi. Et nous vous parlerons aussi un petit peu du calendrier des prochains ateliers et événements à venir. Et bien voilà, pour le démarrage, je vais laisser la parole à Virginie Grand d'Agria pour démarrer la présentation du secteur. Oui, merci Marie-Luce. Bonjour à tous. Donc, un petit tour d'horizon de ce que c'est l'industrie agroalimentaire. Hein. Laurence Maréchal a un petit peu planté le décor dans son introduction. Il y a une définition toute simple, l'industrie agroalimentaire. Elle dit tout simplement que c'est l'ensemble des industries de transformation des matières premières en produits finis, consommables par l'homme, mais aussi par les animaux. C'est vrai que c'est quelque chose qu'on n'a pas forcément en tête hein, quand on parle d'industrie agroalimentaire. La destination est bien humaine, mais aussi animale. Et c'est pour ça qu'on a invité Cindy Rollin aussi à cet atelier pour avoir cette ouverture vers ces industries qui produisent de l'alimentation animale. Déjà, si on regarde au niveau français, l'industrie agroalimentaire a quand même un grand poids hein, puisque on compte plus de 15 000 entreprises qui représentent plus de 400 000 ETP qui travaillent dans ce domaine-là et on n'a pas à rougir en Grand Est puisqu'on est la 5e région hein, en termes de chiffres sur l'industrie agroalimentaire. Bien sûr, on retrouve les Bretons hein, en première place hein, qui sont connus pour ce secteur-là et donc le Grand Est est en 5e position. Après, quand on zoome, je veux bien qu'on passe à la diapo suivante. J'ai la main. Si j'ai la main, je vais le faire toute seule. Ah, je peux. Parfait. Si on zoome sur le Grand Est, aujourd'hui, c'est près de 1200 entreprises qui sont employeurs de main-d'œuvre, ce qui représente 38 000 postes environ. C'est 13% de l'emploi manufacturier régional. Hein. On vous l'a dit en intro, en première place, on retrouve l'industrie métallurgique et ensuite vient l'agroalimentaire. Donc, c'est quand même un élément important pour notre région. Et si on regarde d'un peu plus près, département par département, on retrouve voilà, le dispatch du nombre d'établissements employeurs et le nombre de postes qui correspondent. Donc, en première place, enfin dans le classement, le premier, c'est le Bas-Rhin, suivi de la Marne, et puis après se déclinent les autres départements. Alors, à savoir que rentre aussi dans l'industrie agroalimentaire tout ce qui est du ressort de la transformation viticole, hein, donc la production de boissons alcoolisées rentre dans ces chiffres. Donc, c'est vrai que voilà, arrivent les deux premiers départements marnais et Bas-Rhin, notamment parce qu'il y a aussi une grosse production viticole sur ces départements-là. Et après, quand on s'intéresse d'un peu plus près sur la taille des entreprises, on voit que il n'y a pas vraiment de règles à suivre sur notre région. Hein. C'est dans les Vosges qu'on retrouve les plus gros établissements. Hein. Plus de 50% des établissements vosgiens sont des entreprises de plus de 250 salariés. Et à l'inverse, dans les Ardennes et en Meurthe-et-Moselle,
par exemple, il n'y a pas d'établissement de plus de 250 salariés. Donc, c'est ça aussi qu'il faut retenir par rapport à l'industrie agroalimentaire, c'est qu'on a une grande variété des typologies d'entreprises en termes d'effectifs, de taille d'entreprise, de localisation géographique, de production sur l'ensemble de notre territoire. Donc, concrètement, qu'est-ce qu'on retrouve justement comme production? Ça, c'est un petit peu une répartition classique des différents types de production. Donc, je vous les ai cités en mettant une entreprise, disons, qui a pignon sur rue, qui est souvent connue par rapport à ces typologies-là. Donc, produits carnés, donc j'ai mis l'entreprise Elivia parce que M. Chamagne nous en parlera un petit peu plus après pour nous décrire qu'est-ce que son entreprise fait, avec quels moyens, quels sont les besoins humains sur l'industrie de la transformation carnée. On retrouve aussi de belles entreprises en transformation fruits et légumes. L'huile et les graisses, c'est par exemple les margarines de chez Saint-Hubert. Bien sûr, les produits laitiers, très importants sur notre région. On a aussi un beau secteur autour des produits de la boulangerie, de la meunerie, les produits traiteurs, de la transformation. Tout ce qui est aussi, c'est vrai qu'on n'y pense pas forcément, café, chocolat, confiserie dans le Grand Est, c'est une petite particularité qu'on a d'avoir ce domaine-là qui ressort. Les boissons. Alors, bien sûr, on en a parlé tout à l'heure, les boissons liées à la production viticole de nos territoires, mais aussi les boissons non alcoolisées, la production d'eau. On a Nestlé Waters, par exemple, ou les boissons type jus de fruits, etc. Après, on a une catégorie un petit peu plus fourre-tout qui s'appelle ingrédients et divers, surtout pour le côté divers où on peut retrouver par exemple la société Alsa. Et enfin, les aliments pour animaux. Et donc là, ça sera Madame Rollin qui nous dira un petit peu plus tout à l'heure les spécificités de ces entreprises. Donc là, cette petite carte-là, elle vient un petit peu illustrer ce que je vous ai dit sur la variété en termes d'industrie sur notre territoire du Grand Est. Les tailles de camembert correspondent au nombre d'entreprises et de salariés par territoire. Donc, vous voyez, on retrouve nos deux départements, Marnay et Bas-Rhin, avec un gros camembert. Et les couleurs correspondent aux différents segments dont je vous ai parlé tout à l'heure sur les productions dans nos régions. Et donc, vous voyez, selon les départements, il y a des couleurs qui ressortent. Et en fait, c'est tout simple, ces couleurs ressortent en fonction des productions qu'il y a sur ces territoires-là. On regarde par exemple la Haute-Marne. Le bleu foncé, c'est la production laitière parce que en Haute-Marne, on a essentiellement de la production de lait sur ce territoire-là et qui est transformée sur ce territoire. Et ce que je vous disais tout à l'heure, sur le département Marne, on a un gros secteur du camembert qui est en violet. Le violet correspond à la production de boissons. Et maintenant, je laisse la place à Marie-Luce pour les données plus précises du côté de chez Pôle emploi. Merci Virginie. Oui. Alors, portrait du secteur, donc effectivement côté Pôle emploi, au travers d'informations sur la demande d'emploi et les offres d'emploi. Alors, côté demande d'emploi, ce sont, vous le voyez, 8 388 demandeurs d'emploi qui sont inscrits dans les métiers de l'industrie agroalimentaire en catégorie ABC à fin juin 2021. C'est des chiffres actuellement à notre disposition. Donc, c'est 1,9% de l'ensemble de la demande d'emploi en Grand Est. À noter que ce nombre est en hausse sur les 2 dernières années et qu'il a progressé dans ce secteur davantage que dans l'ensemble de la demande d'emploi. Pour autant, la part des demandeurs d'emploi qui ont déclaré une activité réduite est plus importante de 4 points que pour l'ensemble des autres métiers. À noter également que le nombre de demandeurs d'emploi qui sont inscrits dans ces métiers est surreprésenté dans la région par rapport au reste de la France. Voilà, ça peut se comprendre parce que, comme le soulignait Virginie, ça peut se comprendre par le poids particulier de ce secteur dans notre région. Autre point saillant, on constate que la population des demandeurs d'emploi qui sont inscrits dans les métiers de l'industrie agroalimentaire est plus jeune et plus féminisée
que dans l'ensemble de l'industrie. Non pas de l'ensemble des autres métiers, mais de l'ensemble de l'industrie. Donc, voilà pour cette présentation générale. Alors, lorsqu'on se penche sur la répartition de la demande d'emploi par métier, ce qu'on constate, c'est que 3 ROM concentrent les 3/4 des demandeurs d'emploi qui sont inscrits chez nous. 3 ROM que sont la conduite d'équipements de production alimentaire, l'intervention technique en méthode et industrialisation, et puis la boucherie. À noter que la part des femmes, donc là c'est la colonne ici, je ne sais pas si vous voyez ma souris, la part des femmes inscrites est majoritaire dans les postes plutôt de techniciens, ou alors pour ce qui concerne la fabrication de fromage. Les jeunes sont quant à eux particulièrement représentés dans les ROM de techniciens, et on remarque aussi que la part de demandeurs d'emploi inscrits et qui ont une activité réduite est plus forte pour les métiers qui concernent la conduite d'équipements en production alimentaire et ceux qui sont liés à la production de boissons alcoolisées. Dernier point concernant ce slide à noter, la part de public éligible au PIC, donc au plan d'investissement des compétences, est dans le domaine de l'industrie agroalimentaire supérieure de 4 points à l'ensemble des autres secteurs, l'ensemble des demandeurs d'emploi. Donc ça signifie que éligible au PIC, c'est-à-dire avec un niveau de formation strictement inférieur au baccalauréat. Sur la slide suivante, alors hop, ça je passe, ce sera pour vous. Pour ce qui concerne maintenant les offres d'emploi collectées par Pôle emploi, ce sont, vous le voyez, 3 857 offres enregistrées entre juillet 2020 et juin 2021 dans le Grand Est, soit 1,8% des offres régionales. À noter que si la demande d'emploi a augmenté, en tout cas, les offres collectées ont également augmenté sur 2 ans de presque 6%, alors qu'on a observé une diminution de 2% sur l'ensemble des métiers. Et on note une hausse particulière entre avril et juin 2021 de 23%. Donc une offre quand même significative. Donc un secteur plutôt très dynamique pour ce qui concerne la collecte des offres d'emploi. On note que c'est un secteur qui a d'ailleurs été plutôt modérément impacté par la crise sanitaire. Petit élément concernant alors d'où sont issues ces offres d'emploi. 42% des offres qui sont déposées le sont par des entreprises de travail temporaires. Autre point notable concernant les offres d'emploi du secteur, la part d'offres en contrat durable qui est inférieure de 10 points à l'ensemble des autres métiers. Donc, je vous rappelle que un emploi durable, c'est un contrat de 6 mois et plus. Donc là, on va dire une part d'offres précaires plus importante que dans l'ensemble des autres secteurs. Alors, lorsqu'on se penche plus précisément sur la répartition des offres d'emploi par ROM, là, on constate aussi que 3 métiers concentrent les 3/4 des offres d'emploi. C'est les mêmes métiers que les mêmes ROM, en fait, que ceux qui concentrent la demande d'emploi dans un ordre un petit peu différent, puisque on a plus d'offres de bouchers. On voit que la boucherie est en 2e position, alors qu'en matière de demande d'emploi, les bouchers sont en 3e position. Pour ce qui concerne la part d'offres en contrat durable, on observe qu'elle est particulièrement faible pour 2 des 4 ROM les plus demandés dans les offres, et notamment la conduite d'équipements de production et puis le ROM intervention technique en laboratoire d'analyse industrielle. Alors, concernant maintenant les projets de recrutement dans les métiers de l'industrie agroalimentaire, donc là, ce sont les données issues de l'enquête BMO 2021 pour le Grand Est. Ce qu'on constate, c'est que près de 47% des projets de recrutement sont jugés difficiles par les employeurs, ils nous en parleront, soit 3 points de plus que pour l'ensemble des autres métiers, avec des difficultés particulières et particulièrement fortes pour les métiers d'ouvriers non qualifiés,
Bon, métier pour lequel, hein, on le voit, la part de recrutement saisonnier est quand même assez importante. Difficulté également pour ce qui concerne les postes d'ingénieurs et cadres de fabrication et de production. Et puis également, on retrouve les bouchers. Je vais terminer avec les tensions observées, les tensions en matière de recrutement. Donc, sur la base des indicateurs statistiques, 6 métiers de l'industrie agroalimentaire sont considérés en tension au niveau régional. Donc là, c'est les 6 topés en vert. Donc la boucherie, tout ce qui concerne la découpe et l'abattage de viande, et puis après, tous des postes de technicien méthode, technicien de laboratoire, recherche et développement, et des postes d'encadrement d'équipe. Cause potentielle de tension qui ressortent de l'analyse statistique, ce sont le plus souvent le manque de main-d'œuvre disponible, il y a plus d'offres que de demandeurs d'emploi inscrits, et les conditions de travail difficiles pour un certain nombre de postes. Donc, voilà, j'ai envie de dire pour cette présentation succincte, de toute façon, vous aurez le support qui vous permettra d'aller un petit peu plus loin. Donc, je rends la parole à Virginie pour la présentation des métiers en compagnie des professionnels. Merci Marie-Luce. Donc là, je vais donner la parole dans un premier temps à Éric Chamagne de chez Elivia, puis à Cindy Rollin de chez Sanders. L'idée, c'est qu'ils vous présentent l'entreprise, alors quand elle est nationale, voilà, en le précisant, son implantation en Grand Est et les types de métiers qu'ils ont au sein des entreprises et surtout les métiers qui recrutent sur leur entreprise. Donc, Monsieur Chamagne, si vous voulez bien commencer par nous présenter la société Elivia. Très bien. Vous m'entendez? Allô, vous m'entendez? Oui, parfaitement. Très bien. Bonjour à toutes et bonjour à tous. Voilà, alors la société Elivia, elle n'est pas forcément connue dans son nom. Elivia, son nom ayant changé énormément ces dernières années. D'une part, la société Elivia est une société coopérative qui est rattachée à une plus grande coopérative de l'Ouest qui s'appelle Terena, qui est, je dirais, multi-activité agro et agri. Voilà, donc c'est une société qui est détenue par ses coopérateurs, c'est-à-dire le monde agricole. Elle est donc entre le monde agricole, et notamment dans les Vosges, puisque nous parlons aujourd'hui principalement du site de Mirecourt, dont on va parler, donc on est en amont de la production, je dirais, d'animaux, puisqu'on est sur une zone de polyculture élevage où effectivement il y a un cheptel intéressant et il y a toute l'utilité d'avoir un site de transformation dans la région. Le plus éloigné est un site à Metz, dont je tairai le nom, et un site à Sarreguemines. Et puis, je dirais, nous sommes en direct avec tous les circuits commerciaux, GMS, boucherie artisanale, les cantines, la restauration hors foyer, l'industrie et également l'étranger, puisqu'on fournit certains hypermarchés en SAR. Voilà. Donc, le rappel, c'est une société coopérative complètement intégrée, je dirais, au bassin d'activité agricole, globalement de la Lorraine et du Grand Est. Voilà. Globalement, on va de la fourche à la fourchette. C'est un slogan que vous avez sans doute déjà entendu. Et on est un maillon important, je dirais, incontournable de l'activité agroalimentaire. Voilà, ça c'est le premier point. On fait partie, donc l'établissement de Mirecourt fait en collectif de travail environ 250 personnes, intégrant à la fois les salariés permanents et les salariés prestataires, puisqu'on a externalisé depuis un certain nombre d'années toute l'activité de boucherie. C'est-à-dire le boucher, aujourd'hui, c'est des sociétés indépendantes, spécialisées, qui viennent faire une prestation en interne de boucherie, c'est-à-dire le désossage des coupes de la viande.
j'en reparlerai de manière un peu plus précise, hein, sachant que c'est pas forcément notre enjeu, hein, même si il y a des difficultés de recrutement de boucherie industrielle, sachant que le jeune boucher s'oriente plutôt vers la boucherie artisanale ou la boucherie en GMS, hein, qui est un peu plus sexy, je dirais, que la boucherie industrielle. Voilà. En quelques chiffres, Elivia, c'est environ 900 millions d'euros de chiffre d'affaires, hein, répartis sur environ 14 sites de production, dont les principaux sont dans l'Ouest. Hein. Les sites de production du Nord-Est, c'est évidemment Mirecourt. Il y avait un site de deuxième transformation à Éloie que malheureusement nous avons dû fermer pour des problématiques de rentabilité il y a 3 ans. Nous avons également un site à côté de Lyon et un deuxième site un peu plus petit d'abattage qui est à Neux-les-Mines dans le Nord. Mais le gros site, effectivement, je dirais de transformation, c'est celui de Mirecourt. Donc, il y a l'abattage, hein, donc c'est un site d'abattage. Ça n'est pas qu'un abattoir, c'est important de le dire. Hein. C'est un site d'abattage de découpe, de transformation, de conditionnement, de préparation de commandes et de livraison. Hein, la livraison étant également externalisée, autant confier cette activité à des professionnels, je dirais, du transport. Et également, sur certains sites dédiés, la fabrication de produits élaborés, alors là c'est du barquettage, hein, sur des lignes de production à haute cadence. Là, nous ne faisons pas sur le site de Mirecourt. Et également, bon, on valorise tout, je dirais, dans les bêtes abattues, hein, et ça va jusqu'à là, effectivement, jusqu'à la valorisation des cuirs, des sous-produits, voilà, hein, tout est valorisé dans cette activité. Il y a 11 marques, on n'est pas là pour faire de la publicité, mais la marque la plus connue, c'est Tendre & Plus. C'est aujourd'hui le premier fournisseur de viande bovine bio en France. C'est aussi le premier fournisseur et producteur de viande halal en France. Hein. Donc, ça nécessite effectivement un processus, je dirais, d'abattage spécifique qui est piloté par les mosquées. Hein, donc, on est en partenaire avec les mosquées et également, je dirais, un certain nombre de sous-produits pour la confession juive. Hein, voilà, donc on est multi-marques. Nos clients, c'est tout le monde. Hein. C'est la GMS, c'est la boucherie artisanale, c'est l'export, on va jusqu'en Grèce. Hein, voilà, donc le site de Mirecourt, au départ, était un abattoir municipal qui a bien grandi, hein, et effectivement, qui est bien intégré dans sa région, hein, dans sa région Lorraine. Voilà. Il y a un nouveau facteur qui est évidemment, hein, face à ce lobby des anti-viandes, c'est effectivement le développement de notre attention sur la protection animale. Hein, voilà. Voilà pour ce que nous sommes. Hein, alors maintenant par rapport à nos besoins. Par rapport à nos besoins, je dirais globalement, on recherche des opérateurs d'abattage découpe, hein, donc sur ligne d'abattage. Hein, il y a à peu près une quarantaine de postes, hein, dans l'abattage et le traitement d'une carcasse, hein, je dirais de l'arrivée dans la bouverie, qui est l'accueil des animaux, jusqu'à l'entrée dans les frigos. Il y a à peu près une quarantaine d'opérations. Donc, ça veut dire une cinquantaine de personnes sur une chaîne d'abattage. Hein. Il y a également des opérateurs de ligne de production, des techniciens de maintenance, des chefs d'équipe de production, hein, donc management de proximité. On a moins de soucis de recrutement sur l'encadrement, bien que nous soyons dans des zones assez éloignées des centres urbains, et c'est assez difficile de faire venir, je dirais, de jeunes diplômés, je dirais, à l'écart des villes.
Voilà. Mais nous avons également des opérateurs de production, des opérateurs préparation commande et également des opérateurs logistiques, chargement. Hein, voilà. On a à peu près 35% de personnel féminin, surtout sur les postes que je citais en dernier. Pour les gens qui ne savent pas, le site d'Elivia Mirecourt, je dirais, il se trouve un peu à l'extérieur de Mirecourt, au pied de la colline de Sillon, pour les gens qui situent. Hein. Donc, effectivement, en pleine campagne, ce qui est assez pratique puisque on évite l'ensemble des nuisances liées à la proximité urbaine. Voilà. Alors, sur le profil, je dirais que on est plutôt une entreprise d'insertion finalement, puisqu'on recrute des gens qui n'ont pas d'expérience, hein, qui ont un niveau d'études, je dirais, qui peut être du niveau 3e. Les besoins, c'est savoir lire, écrire, compter, parler français, hein, et idéalement, comme nous sommes relativement éloignés, idéalement, c'est d'avoir le permis de conduire. C'est tout. Hein. Donc, nos problématiques, c'est évidemment, c'est 2 mots, tout simplement, c'est 2 mots. C'est trouver et former. Pour trouver, c'est compliqué, effectivement. Hein. On pâtit d'une image qui n'est pas très bonne, sachant que nous ne sommes pas qu'un abattoir. Et j'inviterai tout le monde à visiter ce qu'est un abattoir. On n'est pas tous égaux par rapport à ça, effectivement. On peut avoir des convictions ou on peut tout simplement ne pas supporter cette activité. Mais il y a tout un tas d'autres postes qui sont parfaitement ouverts et pour lesquels nous sommes en recherche. Sur le site, nous sommes en recherche aujourd'hui entre 20 et 40 personnes. Voilà. Voilà. Alors ça, c'est la première problématique de trouver, avec l'aide de tous, avec l'aide des services de l'État, notamment en amont, puisqu'on est susceptible d'accueillir du personnel étranger, du personnel migrant. On les accueille volontiers, ils sont les bienvenus. Il y a de vraies opportunités de job, et là, effectivement, le préalable, même si on déroge un peu à ce principe par nécessité, le préalable, c'est effectivement de pouvoir comprendre et s'exprimer en français. Confondre le oui et le non, c'est un gros risque d'accident, si vous voyez ce que je veux dire. Voilà. Et le deuxième point, c'est former. On a trouvé d'un côté et former. Eh bien, finalement, on s'occupe de la formation. On n'est pas dans des démarches de compétences, je dirais, valorisables par des diplômes. Pourquoi pas des CQP demain, mais ce serait plutôt des CQP de boucher, et des CQP. Voilà. Donc, on n'a pas absolument besoin de valoriser sous forme qualifiante ou diplômante les compétences de nos gens, parce que nous le faisons en interne par accompagnement. 90% des compétences de base peuvent être apprises en interne sur les postes au pied des machines, sachant que les compétences de base, c'est qualité, hygiène et sécurité. Je dirais même presque sécurité en premier. Qualité, hygiène, sécurité. Et puis effectivement, comment vivre ensemble dans une entreprise industrielle. Voilà. Donc, pour les bouchers, j'en parle pas. Effectivement, c'est une catégorie très spécifique pour lesquelles il y a évidemment des soucis de recrutement, mais nous ne recrutons pas en direct des bouchers, sauf, je dirais, dans des postes d'encadrement ou des postes de chef d'équipe, où effectivement, il faut quand même avoir une certaine technicité pour le traitement des carcasses. Voilà. Voilà, ça c'est vraiment le point important. On est une entreprise d'insertion, une entreprise qui est capable d'accueillir tout un chacun, et d'origine diverse, d'origine locale, bien évidemment, mais ça peut être d'origine extérieure, et les fidéliser. Alors pour les fidéliser, par rapport à ce marché de l'emploi, on était, je dirais, un petit peu intérim dépendant. Intérim dépendant. On a décidé effectivement de se dire multiplions les contrats supérieurs à 6 mois et avançons plutôt vers des CDI. Affirmons-nous comme étant
une entreprise qui recrute durablement. Hein, on est revenu à meilleure fortune depuis près de 2 ans et demi ou 3 ans. Hein. On n'a plus de crainte pour l'avenir. Je touche du bois, bien évidemment. On est plutôt bien sorti du Covid. On a moins travaillé, mais on a mieux travaillé. Hein. C'est sans doute le cas de beaucoup d'entreprises qui ont été contraintes compte tenu de ces enjeux nationaux sur l'alimentaire. On a été contraints de travailler, mais ça a été plutôt bénéfique. On a mieux travaillé. Les choses se sont étonnamment mieux vendues. Même malgré la fermeture des restaurants, des cantines, etc. Je dirais il y a une meilleure valorisation du produit. Bon, maintenant, on va revenir, on l'espère rapidement, à une vie normale, sachant que la viande a vocation à être de plus en plus chère, puisque les contraintes qui pèsent sur ces productions-là, et l'image que nous avons, effectivement, est de plus en plus difficile à gérer. Et puis, nous avons aussi des contraintes, je dirais, d'hygiène, avec les services vétérinaires, des contraintes de bien-être animal, et puis des contraintes d'audit qui sont permanentes de par notre branche et de par les clients qui sont particulièrement exigeants sur ce produit fragile en termes de contamination. Tout ça, c'est des éléments de formation que nous apportons directement aux gens qui arrivent. Voilà. Alors, par rapport au recrutement, nous travaillons plutôt très très bien avec les équipes de Pôle emploi, notamment sur Neufchâteau, avec les missions locales, avec aussi, parce que c'est un partenaire incontournable aujourd'hui au quotidien avec les sociétés d'intérim, notamment sur Vitel. Voilà. Donc tous ces partenaires, on arrive à faire une combinaison. Depuis des années, nous faisons des visites, je dirais, d'accueil recrutement. Il faut venir voir pour se projeter, voir si on est bien dans ce métier-là. Ensuite, je dirais, la personne, idéalement, il vaut mieux qu'elle ait un CV, mais une personne pourrait venir les mains dans les poches, j'exagère, elle visite, elle passe des évaluations MRS, et si ces évaluations sont concluantes, on la projette sur le poste en l'intégrant. On a des progrès d'intégration, on n'est pas dans une culture écrite, on est plutôt dans une culture orale, liée à cet environnement agricole, agroalimentaire, quoique, je dirais, en fromagerie, on a réussi cette conversion plutôt bien, je dirais, à cette culture un peu plus écrite, mais le sens de l'histoire va vers une montée en compétences et une formalisation croissante. Voilà. Donc, je vais vous interrompre, M. Chamagne, et je reviendrai vers vous après parce qu'on aura d'autres questions à vous poser déjà dans cette première partie de présentation, de façon à laisser Cindy aussi présenter sa partie. Et je pense qu'après, on vous posera des questions, voilà, un petit peu plus précises. Mais j'ai dit l'essentiel. Sur certaines idées reçues. Oui, bien sûr. Je me permets juste une petite chose. On parle argent aussi. Aujourd'hui, un opérateur qui est là depuis 6 mois, il gagne aujourd'hui 1 900 bruts sur 13 mois et demi. Voilà. C'est quand même une donnée qui est importante à intégrer. Aucun de nos salariés sont au SMIC au mois et sur l'année ont une rémunération tout à fait correcte pour des personnes qui arrivent sans qualification. On reviendra un petit peu justement sur cette idée reçue autour des salaires et des coûts. Oui. Je vais laisser la parole à Cindy pour le même exercice, un peu de présentation de son entreprise et puis des métiers qu'on peut trouver dans son entreprise. Donc, bonjour à tous. Donc, moi, je suis Cindy Rollin, responsable RH de Sanders Nord-Est. Donc, Sanders Nord-Est fait partie du groupe Avril, qui est présent en France à l'international. Pour faire un focus, parce qu'on est là, on est parti sur la région Grand Est, donc pour faire un focus sur notre région, notre activité, c'est vraiment la commercialisation des aliments pour animaux de ferme. Et on travaille vraiment avec nos éleveurs, on les suit avec une démarche, une approche technico-économique.
c'est-à-dire vendre des aliments pour que eux, derrière, il y ait aussi une approche technico-économique de rentabilité par rapport à l'élevage. Notre couverture géographique, donc tout le siège se situe à Ville-aux-Jarres à côté de Lunéville, où là il y a toute la partie administrative qui est présente. Par contre, l'équipe commerciale, elle est répartie sur sur tout le nord-est. Donc on va de la Normandie jusqu'à l'Alsace, en passant un petit bout par la Belgique. Nous sommes 63 collaborateurs, donc avec les différents services qui sont la direction, service commercial et technique, le service relations clients, finance, achats, services généraux et services RH. Donc nous, au niveau Sanders, on est vraiment dans la commercialisation. Par contre, il y a une société qui s'appelle Alian, qui est étroitement liée avec nous, puisque c'est une société qui a été créée en janvier 2018. C'est une société en joint venture. Donc, en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'en 2018, la société Sanders Nord-Est et Nealia, qui est notre concurrent, ont mis en commun toutes... j'ai perdu la presse, je ne sais pas si... ont mis en commun toutes les usines, ainsi que les équipes logistiques, approvisionnement, sécurité et qualité. Donc, sur Sanders Nord-Est, il y a eu 55 collaborateurs qui ont été transférés au sein d'Alian, à peu près pareil de Nealia au sein d'Alian, ce qui fait qu'aujourd'hui, Alian comporte environ 100 collaborateurs répartis sur diverses usines. Donc, vous avez Dompère dans le 88, donc Ainville, Rethel dans le 08, qui est spécifique pour la production bio, des aliments bio. Pauvre aussi, qui est également dans le 08, Saint-Martin dans le 51 et Landrecy dans le 59, dans les Hauts-de-France. Donc, Alian produit nos aliments, mais aussi les livre. Et donc, vous avez, en termes de métier pour Alian, donc bien sûr, finance, RH, production, maintenance, qualité, sécurité, logistique, approvisionnement. Donc moi, je ne m'occupe pas de la partie RH au niveau d'Alian, c'est une collègue. Mais voilà, je vous en parle parce que c'est aussi important et c'est étroitement lié avec Sanders Nord-Est. Au niveau de notre chaîne des métiers, donc là, je vous ai remis un petit schéma. On a tout d'abord, la porte d'entrée, c'est le suivi et l'approche commerciale. Donc, on a des technico-commerciaux sur le terrain qui font de la prospection, mais aussi qui fidélisent leur portefeuille client. Avec le suivi technique et la vente des aliments, mais pas que, puisque nous avons aussi des produits nutritionnels et des produits hygiène. Ensuite, il va y avoir la prise de commande, donc prise de commande avec les services, les gestionnaires relations clients, qui elles aussi ont une partie importante, puisque elles sont en lien étroit aussi également avec le client, et elles ont aussi des connaissances spécifiques par rapport au milieu. Ensuite, il y a l'ordonnancement, pour savoir un petit peu en fonction des commandes comment on s'organise pour optimiser à la fois les livraisons, la fabrication, puisqu'il y a des produits qui ne peuvent pas, s'il y a des médicamenteux, etc., il y a des produits qui ne peuvent pas être produits en même temps que d'autres. Donc, tout ça passe par l'ordonnancement. Ensuite, vous avez la fabrication, la maintenance qui intervient, et après, on va livrer nos clients. Par rapport à toute cette chaîne-là, vous avez les services supports, donc les achats. Donc, c'est les personnes qui achètent nos matières premières pour pouvoir fabriquer nos aliments. Les approvisionnements, donc c'est les gestionnaires qui, en fonction des contrats d'achat et des stocks usines, vont réapprovisionner les usines. La formulation, c'est en fait des personnes qui rééquilibrent c'est des personnes qui font les recettes en gros de nos aliments
Et ça, c'est des personnes qui rééquilibrent en fonction de la qualité des matières premières reçues, refont les recettes pour que les aliments soient bien conformes au cahier des charges. Ensuite, vous avez la qualité et sécurité. Donc, la sécurité, c'est la priorité numéro 1 du groupe Avril. Donc, c'est vrai qu'on y est très attaché. Et la qualité qui est aussi très importante aussi pour satisfaction de nos clients. Marketing, communication. On a aussi un service comptabilité finance et le service RH. Donc, voilà un petit peu tous nos métiers. Donc, il n'y a pas que de la production, il y a aussi toute la partie support, achat. On a de tous les profils, du coup, des profils un petit peu spécifiques, je pense surtout aux technico-commerciaux, qui ont besoin d'avoir une formation en nutrition animale et en zootechnie. Mais sinon, voilà, il y a des beaux métiers aussi chez nous et qui sont peu connus. Des postes à pourvoir actuellement. Donc sur Alia, nous avons un agent de production sur un Ville-au-Jard, donc en CDI. Donc, il y a aussi un poste de responsable administratif et financier sur Saint-Martin. Et chez nous, nous sommes en recherche de technico-commerciaux en ruminant. Puisque pour un petit peu expliquer, nous avons plusieurs produits. Donc, nos commerciaux sont répartis en production. Vous avez des commerciaux qui sont spécifiques pour accompagner tout ce qui est élevage ruminant, donc que ça soit vache allaitante, mais aussi pas que, pour les bovins lait, bovins viande, mais on a aussi le mouton. Et puis, vous avez aussi une équipe de commerciaux qui va encadrer et accompagner nos éleveurs en volaille ponte, volaille chair, lapin, gibier et porc. Donc, voilà, ça c'est pour la partie technique. Au niveau encadrement, nous avons bien sûr des personnes qui sont là pour encadrer les équipes. L'avantage de faire partie du groupe Avril, c'est qu'on a des possibilités d'évolution en termes de métier. Alors bien sûr, ça sous-entend parfois d'être mobile, mais on fait partie d'un gros groupe et on prône le développement des compétences et de garder nos talents au sein du groupe Avril. Voilà un petit peu ce que je peux vous dire brièvement sur nos métiers. C'est vrai que quand on parle agroalimentaire, on parle plus agroalimentaire humain, mais on a besoin aussi de nourrir nos animaux et donc du coup, on est là pour le faire. Merci Cindy, on reviendra vers vous de toute façon après. Je vais peut-être là juste relaisser la parole à Virginie pour qu'elle nous fasse un petit tour d'horizon de tous ces métiers. Là, on a eu 2 exemples, 2 illustrations, et puis Virginie va reprendre un peu l'ensemble des métiers, parce que vous avez vu qu'il y avait des métiers de production, des métiers support, d'autres métiers, donc un petit récapitulatif, et puis on reviendra vers vous pour quelques questions autour de toutes ces idées reçues. Merci Laurence, merci Cindy. Alors en effet, Monsieur Chamagne et Madame Rollin vous ont présenté un certain nombre de métiers qui existent en industrie agroalimentaire. On dit souvent qu'il y a 80 métiers au sein des entreprises agroalimentaires. Là, je vais vous présenter 3 petits visuels qui sont là un petit peu pour résumer les principaux métiers que l'on retrouve. Alors bien sûr, il y a la partie produire, avec donc les opérateurs de production qui sont vraiment les maillons importants de la chaîne au niveau de la production. Les pilotes de ligne, eux, qui sont à superviser tout ce qui est machine, s'assurer que les process sont bien en place, ajuster la programmation, basculer sur des programmations différentes en fonction des produits, etc. Donc, une partie supervision avec les chefs d'équipe et au-dessus, le responsable de production. Un élément qui a été dit par nos 2 entreprises, c'est que au sein de l'industrie agroalimentaire, il y a cette possibilité d'évolution.
Alors déjà, on reste généralement pas sur un seul et même poste toute sa vie, hein. Même au sein d'une même journée, il peut y avoir des changements de poste pour éviter le côté routinier, et il y a cette possibilité, voilà, de passer d'opérateur à pilote, de pilote à peut-être demain chef d'équipe, etc. Donc ça, vraiment, c'est le gros volet de la production où on a le plus de besoins en main-d'œuvre. Là aussi, où les entreprises agroalimentaires recrutent, et c'est pas que l'agroalimentaire, c'est bien tout le domaine industriel qui a aussi cette problématique-là, c'est tout ce qui est lié à la maintenance. Dans l'industrie agroalimentaire, on a des machines, ces machines sont susceptibles de tomber en panne, ont besoin d'entretien. Donc, ces postes de maintenance sont recherchés aussi dans nos industries. Donc ça, c'était pour la partie production. On a un petit peu effleuré le sujet, quoique c'est plus qu'un sujet important en agroalimentaire, puisque on nourrit les gens, donc forcément on a une responsabilité en termes de production, hein, que le produit soit sain et propre à la consommation. Donc tout ce qui est au niveau de la qualité, que ce soit les contrôles, que ce soit la supervision de la chaîne, que ce soit au niveau de la sécurité, bien entendu aussi pour les salariés présents dans l'industrie. Donc on a aussi tout ce volet-là de qualité, hygiène et sécurité. Ce sont des postes qui peuvent aléatoirement, en fonction des secteurs géographiques, être plus ou moins faciles aussi à sourcer, hein. On commence à avoir des entreprises qui ont quelques difficultés à aller chercher des responsables qualité parce que peut-être elles sont un petit peu plus éloignées d'un centre urbain, donc peut-être moins attractives pour des profils cadres. Donc, ça, voilà, c'est des postes pour lesquels aussi l'industrie agroalimentaire recrute, avec cette spécificité, bien sûr, d'avoir des responsables qualité avec une formation agroalimentaire, hein, c'est très spécifique. Une partie aussi des métiers sont liés au développement, l'innovation. On a parlé tout à l'heure de recettes, hein, de formulation. Donc, quand on produit un jour une saucisse et que cette saucisse, on veut faire en sorte que ce soit une saucisse au fromage, il y a de la recherche, il y a du travail de recettage, du travail de test. Et là, on a des pools qui peuvent être internes dans les entreprises sur tout ce qui est recherche et développement. Donc là, c'est plutôt des postes d'ingénieurs, hein, qui sont recherchés sur ce volet-là. Voilà sur la partie conception-contrôle. On a aussi une partie qui est bien entendu plus qu'importante. Il ne s'agit pas que de produire, après il faut vendre, hein. Et donc, on a tout ce volet de métiers autour de la commercialisation, de la logistique, du transport. Voilà, les produits sont fabriqués, il faut les mettre en carton, que ces cartons partent dans les camions et que ça soit livré chez les commerces, les grandes surfaces, etc. Et donc, on a tous ces métiers-là aussi, de logisticiens, de responsables logistiques, et puis, bien sûr, le volet commercial. Et puis, on peut aussi étoffer à la communication, au marketing, etc. Voilà, tous nos produits ont besoin d'être vendus. Donc, on a tous ces métiers aussi qui gravitent au niveau de l'agroalimentaire. Et bien entendu, nos intervenants en ont parlé aussi. Comme dans toute entreprise, il y a besoin de fonctions support, hein, que ce soit en ressources humaines, en comptabilité, etc. Voilà, ça fait partie du panel des métiers en agroalimentaire. Un élément important que notamment M. Chamagne a souligné, il est de plus en plus, enfin c'est même maintenant quasiment systématique, pour les postes d'opérateurs, les entreprises forment elles-mêmes les salariés en interne, notamment aux compétences de base, hein, hygiène, sécurité, qualité, qui sont plus que primordiales dans nos métiers.
Et c'est vrai que de plus en plus, sur ces postes-là, peu de qualifications sont demandées. Ce sont les entreprises qui prennent en main les choses pour faire monter en compétences et acquérir ce savoir-faire de base. Certaines ont même leur propre école interne de formation pour faire monter en compétences les gens. Et puis, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il y a possibilité d'évolution au sein des industries agroalimentaires. Voilà, c'est vraiment des belles perspectives qu'offrent nos entreprises. Merci Virginie. Alors, on parlait tout à l'heure d'idées reçues, donc nous, on va voir un petit peu faire le tour de quelques-unes qu'on a pu repérer. Par contre, peut-être que vous, là, autour de ce webinaire, vous avez d'autres idées reçues sur ces secteurs, donc n'hésitez pas à poser vos questions dans l'onglet questions. Hein, bien évidemment, on y répondra oralement. Donc, voilà, parmi ces idées reçues, on l'a peut-être moins abordé par rapport aux conditions de travail, au rythme de travail, aux conditions de travail. Alors, Cindy ou Eric, l'un des deux, si vous voulez apporter des précisions, mettez vos micros. Eric? Oui. Alors, sur les conditions de travail, on ne va pas se voiler la face. On reste dans des conditions de travail très physiques, hein, qu'on essaie au fil de l'eau d'améliorer. Hein. On est dans un environnement, pour la plupart, soit très chaud, hein, sur une ligne d'abattage, la température peut atteindre 45 degrés. Hein. Vous imaginez, ça n'est pas chauffé, hein, mais l'été, c'est 45-46 degrés. Et on a des lignes de froid où, effectivement, le contexte peut être entre 0 et 5, ou aller jusqu'à moins 20 degrés pour la congélation. Donc, il y a effectivement ce contexte. Ça reste, pour beaucoup de postes, des postes qui restent de posture debout, hein, avec beaucoup de manutention manuelle. Je dis souvent, c'est du personnel tire, pousse, lève, hein, mais pas que, hein, pas que. Hein, voilà, les conditions sont ce qu'elles sont. On est progressivement en train de les améliorer, hein, afin de limiter évidemment le risque de TMS et le risque d'accident du travail. Le gros travail se porte sur les accidents du travail. Les TMS, effectivement, viendront avec une certaine mécanisation, sachant que pour le coup, une chaîne d'abattage n'est pas une chaîne de voiture. Hein. Donc, effectivement, c'est toujours l'individu avec des systèmes assistés, certes, mais l'individu avec un couteau, l'individu avec un certain nombre d'instruments. Donc, on reste beaucoup dans le manuel. Voilà. Hein, donc, bon, il faut être conscient de ça. Néanmoins, les conditions de travail s'améliorent et je pense que c'est tout à fait accessible. Il faut évidemment être en bonne santé. Ça relève pas des ressources humaines, ça relève de la médecine du travail qui valide effectivement les aptitudes physiques par rapport aux contraintes spécifiques au poste. Voilà. Donc, et sur vos rythmes de travail, alors l'entreprise, je pense que la production, elle tourne. Alors, non, en fait, non. Hein, sur la ligne d'abattage, c'est plutôt une production qui commence à 5-6 heures du matin et qui se termine vers 15 heures, ce qui peut laisser certains après-midi pour des gens qui ont une double activité, notamment agricole. Hein, on a pas mal d'agriculteurs qui, effectivement, complètent le revenu en venant travailler dans l'entreprise. Hein. Et puis, par rapport au désossage, découpe, conditionnement, nous sommes avec un poste du matin et un poste de l'après-midi. Donc, le poste du matin commence vers 3-4 heures du matin, hein, se termine vers 14 heures, 13-14 heures, et se termine vers 20h, 21h. Voilà. Donc, c'est des horaires qui sont en général assez courants dans l'agroalimentaire. L'avantage que peuvent trouver, je dirais, certaines personnes, c'est que nous travaillons du lundi au vendredi. Nous travaillons de manière très, très, très exceptionnelle le samedi et jamais le dimanche. Voilà. Donc, on peut, entre guillemets, récupérer des personnes, par exemple, qui ont été boulangers,
qui ne souhaitent plus travailler le week-end, le dimanche. Voilà. Ils trouvent un certain confort de vie, relatif certes, mais en ne travaillant que la semaine. Voilà. Très bien, oui, la semaine et sur parfois des horaires décalés qui peuvent aussi permettre d'avoir des après-midi ou des matinées ou de travailler. Tout à fait, tout à fait. Ça peut être effectivement un atout pour certains qui souhaitent avoir un peu de temps aussi à eux dans la journée. Oui. Et de votre côté, Cindy, pour les conditions de travail qui sont peut-être pas les mêmes que dans l'abattage? Non, pas exactement. Alors en usine, on va travailler en 3-8. Après les horaires, je les ai plus exactement en tête parce que j'ai j'ai pas les gestions RH. Après, nous, au niveau des commerciaux, ils ont des périodes hautes et des périodes basses en fonction de la saisonnalité. Ils sont sur un forfait à 1737 heures, donc ils ont une autonomie dans leur temps de travail. Et dans les bureaux, on est sur des contrats à 35 heures avec un système de récupération d'heures. Donc, au niveau des conditions de travail, les plus difficiles, c'est en usine, forcément. Ensuite, il n'y a pas de choses particulières. D'accord. Et au niveau des salaires, pardon. Pardon, j'allais dire pour compléter, ce qu'il faut retenir, c'est qu'en fait, il n'y a pas un modèle type en agroalimentaire en termes d'horaire, d'organisation, de saisonnalité. Chaque entreprise a un peu ses particularités. On peut retrouver du 2-8, du 3-8, des horaires très classiques, certains qui travaillent le week-end, d'autres pas. Donc ça, c'est vraiment au cas par cas qu'il faut interroger chaque entreprise, en effet, sur ses pratiques. On ne peut pas avoir une phrase généraliste sur l'industrie agroalimentaire, ça se passe comme ça. Non, c'est vraiment en fonction de chaque entreprise, de chaque production, de chaque situation géographique, de la saisonnalité pour certaines. Voilà, c'est les réponses de M. Chaman et Mme Rollin concernent leur entreprise. C'est un modèle type, deux modèles, et il peut y en avoir d'autres encore. Je confirme, effectivement. Plus forte aux horaires de travail par rapport aux candidats. Étant ancien dans le job, dans le métier, je dirais, les horaires étaient nettement moins mis en avant il y a quelques années. Là, il y a le salaire évidemment, mais il y a aussi les conditions de vie au travail et je dirais l'équilibre vie personnelle, vie familiale et vie professionnelle. Qui sont souvent mis en avant dans le choix du type de job. C'est un élément important à prendre en compte en amont, si vous voulez, que les choses soient claires et qu'il n'y ait pas de mauvaises découvertes lorsqu'on tombe sur un bon candidat ou candidate et qu'il a ce type d'exigence. Très bien. Et vous avez abordé le sujet des salaires, qui est toujours un sujet important. Et du côté de votre entreprise, Cindy, on est sur des salaires. Est-ce que j'imagine que c'est régi de toute façon par une convention collective? On fait partie de la convention collective transformation du grain, donc on a des salaires minimum conventionnels, pardon. Après, ça va dépendre des profils, c'est un petit peu plus variable. Les salaires en production, j'avoue, pour ne pas je les connais pas, je les ai pas sous la main. Au niveau des bureaux et des postes de commerciaux, ça va vraiment dépendre aussi de la fonction et de l'expérience du candidat. Très bien, merci. Alors, on parlait aussi, je crois que vous l'avez déjà abordé, sur créer des produits peu qualitatifs, c'est ce qu'on entend parfois. Je pense que les témoignages de M. Chaman et de Mme Rollin montrent que, et notamment, effectivement, vous êtes très précautionneux, j'allais dire, de produire des produits de qualité. Peut-être que la question qui se pose toujours, c'est du coup de travailler dans des produits comme ça, frais, des produits vivants. Est-ce que ça demande une attention particulière? Monsieur Chaman, peut-être par rapport, vous travaillez la viande.
C'est-à-dire que, comme je le disais, hein, le trépied des formations initiales, c'est effectivement la sécurité, la qualité et l'hygiène. Hein, on fournit, je vais prendre un exemple, hein, on fournit McDonald's, hein, et McDonald's est extrêmement précautionneux par rapport à ces aspects hygiène, sécurité alimentaire. Hein. Ça touche aussi les marques, hein, à partir du moment où effectivement il y a une marque forte, et on essaie, nous, également d'avoir des marques fortes, hein, je dirais, ça demande ça exige une responsabilité sociétale, hein, et de ne pas empoisonner les jeunes garçons de 8 ans et demi qui vont, que les enfants emmènent chez McDo. Hein. Donc, non, c'est un des fondamentaux de l'apprentissage, je dirais, avec la sécurité des gens qui ne viennent pas au travail pour se faire du mal. Hein, donc, on forme les gens. Et le troisième point, je dirais, c'est effectivement le bien-être animal qui est grandissant dans nos métiers, où on est particulièrement observé, hein, par les associations que vous connaissez, hein, qui sont certes dans l'exagération, mais qui nous permettent de nous challenger aussi, hein, sur des pratiques du passé qui n'ont plus lieu d'être aujourd'hui, notamment dans des industries comme les nôtres. Voilà, donc c'est primordial, hein, qualité, hygiène, sécurité, et c'est les fondamentaux, c'est le b.a.-ba, hein, et quelque part les managers, les cadres, toute la com est portée là-dessus. On est payé, je dirais, ils sont payés pour répéter, hein, sur cette attention au port des gants. Une personne qui est malade ne travaille pas. Hein. Voilà, elle ne travaille pas, on la met en repos, voilà. Donc, je dirais, on est extrêmement attentif, et ce sont des milieux, alors c'est pas des zones blanches non plus, hein, mais on voit quand même que c'est un produit qui est extrêmement fragile, qui peut être contaminé facilement, hein, et ça reste un produit naturel. Hein. Je prends un exemple aux États-Unis, toutes les carcasses sont passées à l'eau de Javel. Hein, vous imaginez. Hein, or non, je dirais, il n'y a aucun traitement, hein, de la viande, hein, mais ce qui exige aussi d'énormes précautions alimentaires, des tests, de la traçabilité. Hein, et là, l'ensemble des collaborateurs sont formés, sont challengés, sont audités aux bonnes pratiques au quotidien sur cette sécurité alimentaire. Voilà. Ça se traduit concrètement dès l'entrée en usine, c'est-à-dire qu'il y a tout un protocole d'habillage. On demande, dans la plupart des entreprises agroalimentaires, il y a toujours, en fonction des produits, des choses qui peuvent être différenciantes. Mais voilà, il y a l'habillage avec la charlotte, la blouse, les bottes, le lavage. Les cheveux doivent être attachés, les bijoux doivent être retirés. Dans certaines entreprises, on va jusqu'à faire retirer. Oui, ça va très très loin. Les choses comme ça. Donc, c'est des choses à savoir aussi qu'il y a, pour la sécurité alimentaire de tous, des exigences en termes d'habillage et de vestimentaire des salariés. C'est très concret et ça va très très loin. C'est-à-dire que, effectivement, pas de bijoux apparent, pas de piercing, pas de maquillage. La seule tolérance sur le site, et qui n'est pas forcément une tolérance, notamment en fromagerie, hein, c'est l'alliance. Hein, c'est la seule tolérance, hein, qu'on a laissée. Hein, dans cet esprit-là. Oui. D'ailleurs, quand on a des CV, tous les CV qui viennent de l'agroalimentaire sont plutôt privilégiés parce qu'ils ont déjà ces réflexes. Mais il n'y en a pas beaucoup. Nous avons une question qui a été posée tout à l'heure sur, vous parliez effectivement de personnes étrangères que vous pouviez accueillir, en tout cas, voilà, vous accueillez vraiment. Et autour de la part un petit peu de ce personnel qui se présente ou qui peut être embauché par rapport, voilà, dans votre entreprise, ça représente une part importante? Ah, ça peut aujourd'hui, ça peut être 20 à 25% sur la ligne d'abattage, un peu moins sur les postes, on va dire,
justement d'expression française, de calcul, de communication, parce que s'ils ne savent pas bien parler français, ça les limite. Mais sur la ligne de battage, on peut avoir 20 à 25% de personnes qui sont d'origine étrangère, soit, je dirais, Afrique noire, Afrique, Maghreb, ou alors, effectivement, des personnes type migrants, hein, qui viennent de Syrie, d'Afghanistan, voilà, hein, qui ont fait des milliers de kilomètres pour toquer à notre porte. Hein, et nous, on est vraiment prêts à les accueillir. Hein, on a simplement besoin d'aide, je dirais, sur les fondamentaux, et j'ai eu l'occasion de m'exprimer là-dessus. Voilà. Cindy, chez vous, au niveau de l'emploi, on trouve plutôt de l'emploi, vous parliez de saisonnalité, de l'emploi peut-être un peu plus précaire, ou en tout cas sur des durées un peu plus courtes ou... Alors nous, au sein de Sanders Nord-Est, pour exemple, on n'a fait pas appel aux intérimaires. On a quelques CDD, mais ça reste vraiment à la marge. Par contre, on prend pas mal d'alternants. On essaye de recruter des alternants pour les former à nos métiers. Donc on est là-dessus, on est très acteurs au niveau de. Par contre, en usine, oui, ils font un peu plus appel à de l'intérim pour quand ils en ont besoin, différentes raisons. Après, là, exactement le pourcentage et la part d'intérim, je ne sais pas, je la connais pas. Encore une fois, c'est pas moi qui gère la partie RH, donc je n'ai pas toutes les informations là. Mais quand Sanders Nord-Est avait ses usines, oui, de toute façon, toute la partie intérim était dédiée à la production. Par contre, pour rebondir un peu à ce qu'on disait tout à l'heure sur le contexte, alors nous, on ne travaille pas avec une Charlotte et tout ça, c'est pas du tout pareil. En fait, on transforme des céréales en aliments pour animaux. Donc, on n'est pas. Il y a bien sûr de la qualité, des protocoles à respecter, mais on n'est pas du tout sur le même type de protocole sanitaire et hygiénique que ce que peut l'être en abattoir ou dans d'autres structures alimentaires humaines. Et nous, notre impératif, c'est de livrer en temps et en heure avec des produits de qualité pour que les animaux ne manquent pas à manger. Parce que voilà, c'est impératif, on ne peut pas laisser les animaux sans manger. Voilà, ça c'était juste pour rebondir par rapport à tout à l'heure. Vous parliez d'accueil d'alternants. Dans des entreprises comme la vôtre, Monsieur Chamagne, c'est possible d'accueillir également des alternants, ou est-ce que c'est un métier par rapport à la sécurité, etc., qui peut être compliqué? Votre micro, s'il vous plaît. Votre micro. Voilà. Donc, nous avons des alternants en management, hein, en chef d'équipe. Nous avons des alternants en maintenance, hein, là où, effectivement, pour avoir des personnes, il faut être en amont. Hein, donc, des alternants Bac Pro, des alternants BTS, principalement. Contrôle de gestion. On va dire qu'on est plutôt dans les fonctions support et les fonctions de management. Hein, comme je vous l'ai dit, les activités d'opérateurs d'abattage, à part boucher, hein, nous n'avons pas d'alternant boucher puisque c'est externalisé, mais les métiers effectivement d'abattage, d'opératrices de production, d'opérateurs, opératrices de production, nous n'avons pas d'alternants. Hein, nous formons nous-mêmes. Alors, on n'exclut pas peut-être un jour avoir, je dirais, des promos de CQP. Mais en alternance, on est plutôt dans des postes tertiaires ou d'apprentissage du management, ou des postes très techniques comme la maintenance. On est assez traditionnel sur l'alternance. Merci. Je ne sais pas si Marie-Luce avait une question avant de conclure cette partie. J'avais une petite question, Monsieur Chamagne. Est-ce que vous avez du personnel féminin ou c'est essentiellement du personnel masculin au sein de votre… Non, on est à peu près à 40% de personnel féminin, principalement sur la deuxième transformation. La première transformation, donc c'est la chaîne d'abattage. La deuxième transformation, donc c'est la découpe, le conditionnement, les préparations de commandes.
Là, effectivement, on a du personnel, on a plus de personnel féminin, on a une majorité de personnel féminin, ce qui fait qu'on est à peu près à 40% de personnel féminin. On a quand même, sur la ligne d'abattage, je dirais à peu près 20% de personnel féminin, hein, malgré effectivement l'approche et les présupposés qu'on peut avoir sur cette chaîne d'abattage. Et voilà, c'était un peu le sens. Et j'ai une autre question. Donc les bouchers chez vous, vous disiez c'est externalisé en fait. Hein, vous n'en avez pas. Ouais. C'est un choix. Vous pouvez nous expliquer pourquoi alors c'est un choix de métier qui a été. Alors je dirais. C'est pratiquement dans toutes les grosses entreprises et les groupes, hein, type Bigard, etc. Hein, ils ont abandonné il y a bien une vingtaine d'années cette activité, enfin ce segment, hein, qui est le désossage des coupes, c'est-à-dire vous avez la carcasse et puis vous désossez, hein, et vous finalement après vous conditionnez les muscles. C'est une activité qui est un vrai métier. Qui est aussi qui a des contraintes d'activité, de temps, de production, d'amplitude, hein, qu'il est difficile de gérer chez nous. Et puis c'est un vrai métier, c'est un métier de spécialité, un boucher industriel. Et donc des sociétés, il y a 20, 25, 30 ans, qui se sont développées, hein, des grosses sociétés, hein, vous avez des sociétés qui ont plus de 1000, 1500 personnes, hein, qui répartissent leurs équipes au sein d'établissements comme les nôtres, hein, et qui effectuent le travail de boucher. Vous voulez pour tout ce qui est sanitation et lavage, hein, où c'est pas notre cœur de métier, on ne sait pas faire. On a plutôt des cahiers des charges, hein, remarquez. Mais effectivement, c'est des sociétés qu'on estime n'étant pas de notre cœur de métier, donc on externalise. Mais aujourd'hui, on réinternaliserait, on aurait encore plus de difficultés de recrutement, hein, difficultés de recruter des bouchers qui s'orientent principalement vers la boucherie artisanale et la GMS. Ils en sortent parfois déçus, hein, et ils reviennent chez nous, hein, ou alors on forme les gens. Les organismes de formation, hein, CFA, etc., hein, sont souvent culturellement orientés vers la boucherie artisanale. Hein, voilà, on imagine le boucher, l'entrepreneur, hein, qui s'installe, et plutôt que la boucherie industrielle qui est très différente. Qui est, qui a une image, nettement plus mauvaise. On apprécie le boucher, on imagine difficilement ce qu'est un boucher industriel. Voilà. Donc la culture va vers plutôt la boucherie artisanale en termes de formation, d'où la difficulté de recruter et la nécessité, même pour ces sociétés externalisées, de trouver des bouchers. Hein, donc ils les forment et pour le coup, là, ils les forment en alternance. D'accord. Merci. Oui. Merci pour la précision parce que effectivement, je pensais que c'était vraiment une activité représentée au sein de vos structures, quoi. Oui, nous ne recrutons pas de bouchers. En revanche, ces sociétés type Tradevia, Boucherie Service, etc., hein, qui ne sont pas en première ligne, hein, bien évidemment, eux ont tendance à recruter des jeunes, mais qui forment eux-mêmes, qui se font financer d'ailleurs pour cela, et c'est très bien, donc pour former des jeunes bouchers industriels. Il y a peu de porosité entre la boucherie artisanale et la boucherie industrielle. Merci. Une petite question là dans l'onglet questions. Vous avez parlé salaire sur le salaire un peu des débutants et, et on nous demande sur les salaires en fin de carrière pour un technicien. Alors on n'a pas de technicien en tant qu'opérateur, mais un agent de maîtrise, on va dire, un agent de maîtrise aujourd'hui, il est à peu près à 2400, 2500 net en fin de carrière. D'accord. Merci. C'était voilà pour répondre à la question. Alors peut-être que pour finir cette petite table ronde, peut-être que si à chacun vous aviez
voilà, quelques arguments à livrer aux conseillers autour de cette visio pour voilà, qu'ils puissent eux-mêmes, en tout cas, inciter, encourager, mobiliser les publics qu'ils reçoivent à rentrer dans vos métiers. S'il y avait voilà, 2-3 petits messages forts à faire passer, ce seraient lesquels? Cindy, est-ce que vous voulez commencer? Oui, ce serait que l'agroalimentaire en nutrition animale, du coup, c'est une branche qui est très variée, où il y a plein de métiers différents, allant des métiers non qualifiés aux métiers qualifiés. Et avec des possibilités d'évolution et un parcours d'accompagnement des compétences tout au long du chemin chez nous. Très bien. Monsieur Chamagne? Oui, je rejoindrai Cindy, je rejoindrai ma collègue. Hein, alors, on ne vend pas du rêve, hein, mais ça peut être effectivement une tranche de vie. Hein, on est capable de former, on est capable d'accueillir tout un chacun, hein, de l'intégrer dans un collectif de travail, hein, donc de lui donner des fondamentaux, des règles de vie, hein, que ce soit en primo-accession, hein, ou en réorientation sur des jeunes qui n'ont pas trouvé chaussures à leurs pieds, hein, tiens, tu feras maçon, mon fils, ou tiens, tu feras boulanger. On est capable de les reprendre, de les intégrer dans un domaine industriel, le cas échéant de faire progresser ceux qui ont du talent. Hein. Le talent avec la formation, ça peut donner d'excellents résultats. L'idée, c'est de trouver entre guillemets, les bons candidats, les candidats qui vont bien s'intégrer, quoi. Hein. Donc, voilà, ça peut être après sur les critères, effectivement, des critères assez subjectifs d'intégration, sachant que les fondamentaux sont assez simples. Voilà. Sachez aussi que la plupart des agents de maîtrise, c'est-à-dire du personnel encadrant de proximité, a commencé comme ça. Hein, donc, on parle beaucoup d'ascenseur social, qui est une notion assez subjective. Dans la réalité, c'est d'anciens opérateurs qui, ayant du talent, travaillant, ayant un petit peu de jugeote, vont effectivement encadrer une petite équipe, une plus grosse, voire même un service. On n'a pas une culture d'embauche d'ingénieurs. Hein, donc, ça veut dire que c'est la promotion sur le tas qui fait effectivement qu'on progresse dans l'entreprise. Évidemment, sachant qu'on est un groupe, la mobilité peut être aussi un accélérateur d'évolution. Merci, Monsieur Chamagne. Je vais laisser la parole à Virginie, peut-être pour la conclusion, parce que là, nous avons eu 2 illustrations, mais effectivement, qui s'appliquent, j'imagine, aussi à d'autres productions, enfin d'autres industries agroalimentaires. Donc, je vais vous laisser la conclusion avant d'aborder les ressources. Alors, je ne sais pas si c'est une conclusion, mais peut-être plutôt une invitation que vous pouvez porter également. Le mieux, c'est de profiter des opérations que l'industrie agroalimentaire peut mettre en place en termes de portes ouvertes, de visites d'entreprise, pour aller voir réellement ce que c'est ces métiers-là, les conditions de travail, l'environnement, l'ambiance, etc. Parce que, comme je vous l'ai dit, il n'y a pas un modèle type d'entreprise. On a des toutes petites structures, on a des grands groupes, on a du milieu rural, on a du milieu urbain, on a des milieux froids, des milieux chauds, des milieux poussiéreux, des milieux sans contraintes. Et tout ça, voilà, il faut franchir la porte des entreprises pour se rendre encore plus compte de la diversité des contextes et des métiers. Et quand ce franchissement de porte n'est pas possible, la branche a développé, et ça c'est pour faire le lien avec la suite de ce webinaire, la branche a développé aussi tout un tas de supports, que ce soit des fiches techniques, que ça soit des vidéos. Là, on va tourner une web-série sur les métiers de l'agroalimentaire au niveau national avec en plus des témoignages qui seront du Grand Est. Donc voilà, il y a un certain nombre de ressources qu'on a
mis dans ce support qui sont des ressources partagées entre Alimétier, Ocapiat, Apecita, Campus des métiers. Voilà, on a aussi la chance d'avoir un campus des métiers en agroalimentaire basé en Alsace et qui va avoir une action maintenant sur le Grand Est. Donc voilà, il y a un certain nombre d'acteurs qui sont là pour mettre en lumière notre industrie et être là pour faciliter le recrutement côté entreprise et faciliter l'employabilité côté salarié. Merci Virginie. Donc effectivement, à la fin de ce support, nous avons mis un certain nombre de ressources. Donc les ressources mises à disposition par la branche dont vient vous parler Virginie. Donc là, effectivement, sur le support, vous aurez des liens, vous pourrez y aller. De la web série qui va être tournée avec des témoignages Grand Est, voilà, avec le financement notamment de la région où on a pu, et pour la branche, on a pu voilà, tourner une petite web série spécifique à la région Grand Est. Et puis, pour continuer, voilà, ça c'est des ressources qui sont mises à disposition par la branche. On a aussi des ressources mises à disposition, enfin au niveau de la région sur le site Orient-Est où on retrouvera un certain nombre d'outils que vous connaissez tous déjà, l'agenda, l'annuaire, et notamment un onglet métier qui est développé avec une classification effectivement par secteur d'activité dans lequel vous retrouvez l'ensemble des ressources qu'on peut voir sur tous ces ateliers sectoriels qu'on fait et qu'on intègre après dans notre site grand public. Donc voilà, un certain nombre de ressources qui sont mises à votre disposition et puis je ne reviendrai pas à chaque fois dessus, mais effectivement vous aurez sur le support le lien vers le portail donc dans lequel on trouve l'agenda, l'annuaire, l'Orfolio et l'Orfolio Pro sur lequel vous retrouverez le replay et le support de cet atelier. Et puis une chaîne, alors j'insiste peut-être un petit peu plus sur notre chaîne YouTube Orientation Grand Est, parce que effectivement, au fur et à mesure des ateliers, au fur et à mesure des salons virtuels qu'on peut faire, du travail dans le cadre des contrats d'objectifs avec les branches, on commence à avoir vraiment j'allais dire une belle vidéothèque de vidéos qui nous sont transmises par les branches, par les uns les autres et qu'on a pu travailler voilà, dans des playlists sectorielles. Donc, on commence vraiment à avoir des ressources intéressantes. Donc, n'hésitez pas à aller vous abonner sur cette chaîne YouTube et très riche en vidéos que vous pouvez utiliser pour vos animations, pour vos forums, pour vos événements. Donc voilà, et puis je rappelle juste également, donc, mais ça vous les connaissez, n'hésitez pas à vous abonner à nos pages Facebook, LinkedIn, Twitter, Instagram, parce que c'est vraiment par là qu'on fait aussi passer toute l'information et un peu chaude, comme on l'a fait pour nos salons virtuels, comme on le fait pour la semaine de l'agroalimentaire, etc. C'est des actualités un petit peu à chaud, donc n'hésitez pas à vous abonner à nos pages. Marie-Luce, je te laisse, ou Laurence ou Marie-Luce, je vous laisse la parole. Je vais prendre le relais sur les ressources mises à votre disposition par Pôle emploi. Ressources grand public déjà pour commencer. Donc sur pôle emploi.org, vous retrouverez des liens vers… il y a 2 articles intéressants sur la thématique de l'industrie agroalimentaire et puis est sorti hier, je crois, une infographie sur l'emploi dans l'agroalimentaire avec quelques chiffres clés. Donc, je vous le recommande. Sur pôle emploi.fr, un dossier qui est dédié au métier de l'industrie agroalimentaire, donc avec un certain nombre d'articles intéressants, des vidéos métiers, etc. Toujours sur le site de Stat Emploi aussi, particulièrement la météo des métiers, où là vous pourrez aller peut-être plus loin dans ce qui concerne les offres collectées par Pôle emploi pour les différents métiers de ce secteur, bassin par bassin ou par territoire. Toujours à votre disposition grand public, le site IMT, Information sur le marché du travail, où là, de la même façon, vous allez pouvoir, pour l'ensemble des métiers, aller trouver des fiches ressources, des informations sur les contrats proposés, la saisonnalité des recrutements, les salaires, etc. etc.
Et puis là, une ressource exclusivement réservée aux conseillers Pôle emploi, donc la base de ressources dont je vous parlais tout à l'heure, avec un onglet dédié à l'industrie agroalimentaire. Donc, vous retrouverez un lien vers les ressources, notamment qui sont proposées. Et puis, c'est aussi l'endroit où vous retrouverez le lien vers le replay de ce webinaire et puis le support. Voilà. Je rappelle aussi aux conseillers formés qu'il existe un kit sectoriel dédié à la chaîne alimentaire. Donc, si toutefois quelqu'un encore les met en place, les ressources sont également disponibles ici. Donc, voilà pour les ressources que nous mettons à votre disposition. Oh là, il y a une nouvelle page inattendue. Oui, je l'ai rajouté tout à l'heure pour en parler aussi, dans les perspectives. Ah, d'accord. Donc, voilà. Ah, dans les perspectives. D'accord. Voilà, c'est simplement, mais que je voulais mettre avant les perspectives. Attends, je vais en parler avant les perspectives parce que ça fait partie. D'accord, ok. Peut-être ici, si on peut publier le sondage, effectivement, vous aurez dans l'onglet sondage quelques questions auxquelles je vous demanderai de répondre, voilà, qui nous sert aussi à estimer à chaud, voilà, votre satisfaction et peut-être la façon dont vous allez pouvoir réutiliser toutes les informations que vous aurez attendues. Donc, merci d'y répondre. Ma collègue, je pense, est en train de le publier. Donc, merci d'y répondre. Valérie, oui, c'est bon. D'accord. Donc, et je continue. Donc, sur juste l'actualité, je profitais de l'audience et de vous en tant que conseiller qui êtes présents. Donc, pour vous faire part d'un événement qu'on organise avec notre partenaire Hello Charlie, donc sur Twitch, avec la présence du youtubeur que les jeunes connaissent, Greg Guillotin, alors peut-être que les moins jeunes ne le connaissent pas, mais que les jeunes connaissent, qu'on a pu voir dans Le Pire Stagiaire, dans toutes les caméras cachées autour des métiers, etc. Donc, voilà, il nous accompagnera sur un événement le 30, donc de 18 à 20 heures. Donc, si j'en parle aujourd'hui, c'est pour que vous, en tant que conseiller, effectivement, si vous avez des publics que vous pouvez mobiliser, donc ce sera sur Twitch. Je vous ai mis le lien où vous retrouverez voilà, comment vous y connecter, etc. Alors, la seule contrainte, évidemment, c'est d'avoir téléchargé la plateforme Twitch, hein, mais bon, ça, c'est l'appli qu'il faut télécharger. Et donc, après, vous pourrez, donc, au cours de cet événement, aller discuter avec Greg Guillotin qui sera là et puis plutôt parler orientation d'une façon un petit peu décontractée, sympa, avec des parcours. Alors, il sera là, mais on aura aussi une sportive de haut niveau, une haltérophile, donc une femme, Noémie, qui se trouve dans l'Aube et qui viendra aussi témoigner de son parcours et de son parcours de sportive de haut niveau. Et voilà, on parlera orientation plutôt d'une façon décontractée, sympa, avec des temps ludiques et des temps d'information sur les outils qui existent pour permettre aux jeunes de mieux s'orienter. Donc, n'hésitez pas à vraiment inciter vos publics. Alors, on est plutôt sur une tranche, j'allais dire 18-26 ans à peu près, plus que sur une tranche d'adultes vraiment, mais pour autant, voilà, ça peut intéresser un grand nombre de personnes. C'est pour ça que je voulais l'indiquer ici. Et puis, effectivement, dans les perspectives des autres ateliers, hein, on a un prochain atelier qu'on va faire le 7 décembre sur les métiers du paysage avec l'UNEP. Donc, n'hésitez pas à vous inscrire. Hein, les inscriptions sont bien sûr encore possibles. Et puis, d'autres après qu'on va faire en 2022 avec Pôle emploi, toujours dans le même cadre de notre partenariat. Donc, sur les métiers du numérique le 25, sur l'artisanat le 1er février et du coup en lien avec un salon virtuel sur les métiers de l'artisanat et pourquoi pas un métier dans l'artisanat qu'on fera le 24 février, qui est indiqué en dessous. Donc, effectivement, ce qu'on essaie de faire, c'est une cohérence. Souvent, on organise un atelier sectoriel en amont d'un événement ou d'une semaine nationale ou de quelque chose qui se passe autour de la thématique. Donc là, pour l'artisanat, c'est tout à fait le cas. Donc, le 1er février, un travail sur les métiers de l'artisanat qui va vous permettre de mieux comprendre et après de mobiliser vos publics pour le salon virtuel. Et le 8 mars…
pardon. Ah, je voulais juste faire un tout petit complément sur l'artisanat. On fera une focale en fait sur 3 familles, en fait, parce que l'artisanat c'est très large, donc on a pris le parti de faire une focale sur les métiers d'art, les métiers de bouche et les métiers des services aux particuliers. Hein, donc voilà, juste pour l'info. Oui. Et je précise pour l'atelier numérique, il s'inscrit pour le coup dans la semaine du numérique qui est organisée par Pôle emploi. Par notre direction générale. Ouais. Tout à fait, c'est le sens qu'on essaye de trouver effectivement à chaque fois, de faire un atelier qui ait du sens dans le contexte d'une semaine ou d'un salon ou de quelque chose, tout à fait. Et donc le 8 mars, oui, sur l'hôtellerie-restauration, voilà. Donc c'est le 8 pour le coup, c'est ça? Oui. D'accord, ok. Et puis, du coup, dans les prochains salons virtuels, donc il y a la nuit de l'orientation qui va être en ligne. Donc cette année, il n'y aura pas de nuit de l'orientation physique que vous avez pu connaître sur vos territoires, hein, mais bien en ligne. Donc avec l'ensemble des CCI, ce qui n'empêchera pas qu'on aura peut-être un format hybride, c'est-à-dire qu'on aura en tout cas une nuit de l'orientation en ligne, mais peut-être que certains territoires organiseront quelques opérations de proximité quand même dans cette période-là. Donc le salon virtuel sur les métiers de l'artisanat et puis le printemps de l'artisanat, donc qui concernera plutôt les publics. Alors cette année, on sera sur les secondes, premières et collégiens, pendant que, j'allais dire, les bacheliers passent leurs épreuves de bac blanc. Voilà, c'est un moment où on organisera des temps pour les secondes et les premières. En lien et en partenariat, bien évidemment, puisque c'est une action qui est portée au niveau national par l'Éducation nationale, par le rectorat, donc en lien avec le rectorat. Je ne sais pas si est-ce que le sondage a été publié? Non. Alors, non. Je vais le faire, excusez-moi, parce que j'ai le sentiment que ma collègue a dû avoir un problème. Donc, je vous réitère ma demande, effectivement, de bien vouloir répondre au sondage que je suis en train de publier. Voilà, et c'est parti pour les questions, effectivement. Hop. Et puis, les suites avec Agria Grand Est. Alors, Madame Virginie? Alors, c'est assez large ma réponse aux suites, c'est-à-dire que Agria Grand Est se tient à votre disposition pour mettre en œuvre des actions locales, régionales, que ce soit voilà, des ateliers, des témoignages sous forme présentielle, webinaire, créer du lien avec des entreprises pour faire des visites. Enfin voilà, c'est un petit peu à la carte. Donc, n'hésitez pas à revenir vers moi si vous voulez mettre en œuvre des choses avec vos bénéficiaires. On est là pour ça. Merci Virginie. Je pense qu'on va pouvoir conclure. Je ne sais pas si Cindy ou Monsieur Chamagne souhaitaient conclure, rajouter quelque chose. Il est encore temps. En tout cas, je vais déjà vous remercier pour votre participation. Ça, c'est déjà une chose, et du temps que vous avez bien voulu nous accorder. Et j'espère que, en tout cas, on aura répondu aux interrogations et aux attentes du public autour de la table. Alors, je ne sais pas, Cindy, Eric, si vous voulez dire un dernier mot. Allez-y. Non, est-ce que je vous... dernier mot, dans le sens où n'hésitez pas aussi à penser à nous parler de nous par rapport aux demandeurs d'emploi, puisque vous pouvez aussi véhiculer nos métiers qui sont pas suffisamment connus, en tous les cas, pour la part alimentation animale. Et puis, si vous avez des questions et besoin de plus de précision, je suis à disposition aussi pour répondre aux questions. Oui. Et pour ma part, écoutez, vous êtes toutes et tous bienvenus si vous souhaitez visiter le site de Mirecourt, pour découvrir ce que nous sommes, comment nous sommes, confirmer peut-être les présupposés que vous pouvez avoir ou les infirmer.
hein. Je pense qu'effectivement, se rencontrer, voir ce que nous sommes, ça, de toute façon, ça a du bon pour pouvoir projeter nos demandeurs d'emploi, hein, les personnes qui sont disponibles vers notre job. Voilà, n'hésitez pas. Et si, alors ça peut se faire par petits groupes de 6, 8, 10, hein, tout en respectant encore aujourd'hui les contraintes sanitaires qui se sont un peu assouplies. Hein. Pendant 1 an, on a fait 0 visite. Là, ça peut redevenir possible. Et si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à me contacter. Virginie, un petit mot? Je crois que j'ai déjà dit beaucoup de choses, mais en tout cas, merci à nos entreprises d'être venues témoigner. Ça permet d'illustrer mes propos, de vous donner le point de vue de deux belles entreprises de notre territoire et à votre disposition pour plus d'informations. Eh bien, merci à vous tous et bon appétit. Merci. Bonne fin de semaine. Bonne fin de semaine, bon week-end. Au À revoir. bientôt. Au Bonne revoir. journée, au revoir. Au revoir.